Cette scène est la première et la seule d'ailleurs où Pyrrhus et Hermione se parlent. La communication entre ces deux personnages est impossible, et c'est pour ça que leur confrontation va tout simplement les amener à s'entre-détruire. C'est ce basculement que nous allons observer dans cette scène. Hermione, la fille du roi grec Ménélas, est promise à Pyrrhus, le fils du héros grec Achille. Elle est en plus passionnément amoureuse de lui, mais Pyrrhus est tombé amoureux de sa captive, la Troyenne Andromaque. Au début de la scène, Pyrrhus est venu annoncer à Hermione qu'il rompait ses engagements. Hermione, abandonnée, ne réalise pas tout de suite, mais progressivement, qu'il ne lui reste aucun espoir. Alors le spectateur comprend avec terreur et pitié qu'Hermione envisage son suicide et le meurtre de celui qu'elle aime, le punissant ainsi de son indifférence. Pyrrhus, lui, aveuglé par sa passion, pense à Andromaque et ne voit rien venir. Ma problématique. Comment Racine nous montre-t-il Hermione perdre ses derniers espoirs, prenant alors des décisions terribles qui vont réaliser le destin tragique des personnages? Voici mes axes de lecture. La confrontation entre Pyrrhus et Hermione a des enjeux politiques. Dans un premier temps, malgré sa dignité offensée, Hermione va garder un espoir de convaincre Pyrrhus. Mais l'indifférence de Pyrrhus rend la communication définitivement impossible. De dépit et à mots couverts, Hermione laisse deviner ses décisions de meurtre et de suicide. Contrairement au spectateur perspicace, Pyrrhus est aveugle au double langage d'Hermione. Les personnages, écrasés par des forces qui les dépassent, suscitent la terreur et la pitié propres au registre tragique. « Je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces. J'y suis encore, malgré tes infidélités. Et malgré tous mes Grecs, honteux de mes bontés, je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. » Cette réplique d'Hermione révèle un combat intérieur. D'une part, elle continue d'aimer Pyrrhus, et elle lui avoue que cet amour existe encore, mais en même temps, sa dignité lui commande de mettre cet amour au passé. Regardez. « Je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait ?» La question rhétorique est posée avec ironie. Une question rhétorique, c'est une question qui n'attend pas de réponse, car elle s'impose avec évidence. Ici, c'est l'amour passionné d'Hermione pour Pyrrhus qui s'impose avec évidence. Mais par souci de dignité, Hermione ne rappelle toutes ces marques d'amour qu'au passé. J'ai dédaigné, je t'ai cherché, j'ai commandé, j'attendais, j'ai cru. Ce sont des verbes au passé composé ou à l'imparfait, comme si toutes ces actions étaient désormais révolues. Est-ce qu'elle continue de croire et d'attendre malgré le passé employé? On peut le penser car elle utilise le présent par ailleurs, j'y suis encore. Dans l'aveuglement de sa passion, Hermione garde un reste d'espoir. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Le reste d'espoir d'Hermione est bien perceptible ici dans le complément circonstanciel et surtout dans le conditionnel, tu me rapporterais un cœur. De plus, Hermione rappelle les valeurs de devoir qui pourraient faire fléchir Pyrrhus. Mais le spectateur ayant suivi l'intrigue depuis le début sait à quoi s'en tenir. Le devoir n'a aucune incidence sur ces deux personnages, qui sont extrêmement voués à leur passion. Hermione elle-même n'utilise le devoir ici que pour servir son amour. Ainsi, quand Hermione retrace tout ce qu'elle a fait par amour pour Pyrrhus, on retrouve l'historique de confrontation de leurs deux passions opposées. Regardez les marques de première et de deuxième personne. Je ne t'ai point aimé, j'ai dédaigné pour toi, je t'ai cherché moi-même, j'y suis malgré tes infidélités, etc. Les deux personnes sont en opposition constante. Voilà ce qui fait la duplicité de la réplique d'Hermione. Elle réaffirme son amour pour lui, tout en énumérant les torts qu'il a envers elle, cruel, parjure. L'espoir d'être aimé, qui est une forme de déni de la réalité, se transforme en colère d'être abandonné. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas, ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Dans notre pièce, les paroles sont des arrêts de mort, c'est le cas ici. Ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas. La bouche désigne en fait Pyrrhus. Désigner le tout par la partie, c'est ce qu'on appelle une synecdoque. Cela permet à Hermione de montrer la disproportion entre les quelques mots de Pyrrhus et la gravité de leurs conséquences. L'amour d'Hermione et l'espoir d'être aimée sont toujours présents à ce moment-là. Le tutoiement qu'elle utilise crée un lien de familiarité avec Pyrrhus. Je t'aimais, ta bouche cruelle, si je ne t'aime pas. Cela peut être accentué par le jeu d'acteur si Hermione adoucit sa voix et se rapproche physiquement de Pyrrhus par exemple. La passion d'Hermione continue de combattre sa dignité avec une opposition du passé et du présent. Je t'aimais inconstant annonce une action révolue qui est contredite par le complément circonstanciel et même en ce moment, qui est bien suivi du présent. Je doute si je ne t'aime pas, où le doute et la négation forment ensemble comme une déclaration d'amour sous forme de litote. La litote, c'est une double négation qui va justement renforcer un propos. Cette réplique d'Hermione correspond presque parfaitement au registre lyrique et vous allez voir que c'est révélateur. La première personne est omniprésente dans toute la réplique.
La douleur morale est comparée à une douleur physique, m'annonçait le trépas. Hermione utilise des images, même si ce sont des images convenues, avec le cœur qui représente l'amour. L'expression est musicale, avec des allitérations en R qui illustrent le râle du trépas. Hermione exprime des valeurs élevées, le devoir, la fidélité, l'engagement. Cependant, je trouve que derrière cette noblesse apparente, le lyrisme cache en fait une émotion pathétique. Hermione a beau prôner de nobles valeurs, elle reste prisonnière de ses passions qui la rabaissent en dessous d'Andromaque captive. Je doute encore. À travers ce doute, Hermione est dépossédée de sa volonté. Le spectacle de cette passion provoque la pitié du spectateur. Vous allez voir que le sentiment de terreur n'est jamais loin. Mais, Seigneur, s'il le faut, si le ciel en colère réserve à d'autres yeux la gloire de vous plaire, achevez votre hymen, j'y consens. Mais du moins ne forcez pas mes yeux d'en être les témoins. Pour la dernière fois je vous parle peut-être. Différez-le d'un jour, demain vous serez maître. Hermione, en parfaite héroïne tragique, évoque la fatalité, les dieux qui s'élèvent contre elle. Le ciel est en colère. Elle semble accepter son malheur. Achevez votre hymen, j'y consens. C'est le destin qu'il soit marié et qu'elle soit malheureuse. Mais voyez-vous comment cette réplique est encore une stratégie pour apitoyer Pyrrhus, avant de lui donner des conditions. La concession, mais du moins, est suivie de deux impératifs, ne forcez pas mes yeux et différez-le d'un jour. Hermione passe au vouvoiement et utilise des termes respectueux, maître pour flatter Pyrrhus. On peut retrouver les étapes du deuil dans l'évolution d'Hermione. Après le déni et la colère, elle passe maintenant au marchandage. Quelles sont les demandes d'Hermione ? Ne forcez pas mes yeux d'en être le témoin. Elle demande à Pyrrhus de la laisser partir, mais derrière ce désir de le quitter, on peut facilement deviner la décision du suicide. Pour la dernière fois, je vous parle peut-être. Laisse ouverte la double interprétation du départ et du suicide. Cependant, elle penche du côté du suicide car ce serait un adieu définitif. Elle insiste sur cette demande comme une dernière volonté. Demain vous serez maître. Cette phrase est particulièrement intéressante car elle réinjecte les enjeux politiques. Aujourd'hui, Pyrrhus n'est pas le maître, il doit épouser Hermione en raison d'un accord avec son père Ménélas. Pyrrhus ne pourra être délivré de cette obligation que de deux manières, soit à la mort d'Hermione, ce qui confirme la volonté de suicide, soit en créant un incident diplomatique. Pyrrhus entrerait en guerre avec les Grecs. Ce sont précisément ces deux éventualités qui seront réalisées dans la suite de la pièce. Une allusion plus ou moins explicite à la suite des événements dans une œuvre littéraire, c'est ce qu'on appelle une prolepse. Différez-le d'un jour. Hermione veut avoir le temps de se donner la mort, mais aussi elle projette d'envoyer Oreste tuer Pyrrhus. Elle parviendrait ainsi à faire tuer son amant avant qu'il n'épouse sa rivale, avec en toile de fond cette logique destructrice. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. On voit combien les volontés d'Hermione sont asservies à ses passions. Vous ne répondez point ? Perfide, je le vois, tu comptes les moments que tu perds avec moi. Ton cœur, impatient de revoir ta Troyenne, ne souffre qu'à regret qu'un autre t'entretienne. Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux. Hermione vient de lui annoncer de manière à peine voilée qu'elle a l'intention de se suicider. Le spectateur perspicace a pu comprendre cela, mais Pyrrhus est ailleurs, il n'a pas compris et ne réagit pas. Vous ne répondez point ? Le jeu d'acteur est particulièrement intéressant à ce moment-là. Est-ce que Pyrrhus regarde ailleurs, commence à trépigner sur place ? On est presque dans la comédie. C'est notamment à ce moment-là qu'on voit que la cruauté de Pyrrhus est involontaire. Il est lui-même le jouet d'une passion qui le rend aveugle. Dans sa préface à Andromaque, Racine écrit qu'il a souhaité adoucir la férocité de Pyrrhus afin que ce personnage soit, comme le demande Aristote, ni tout à fait bon, ni tout à fait méchant. Oui, Pyrrhus est parjure, ingrat, mais comme Hermione et Oreste, il est surtout victime de sa passion. Nous voyons donc ici s'affronter les volontés d'Hermione et de Pyrrhus, fondamentalement contradictoires. Le mutisme de Pyrrhus est alors un moment de rupture. Les points de suspension représentent textuellement l'impossible communication entre les deux personnages. C'est le moment de basculement où Hermione réalise que même le chantage au suicide ne fonctionne pas. Tout espoir est désormais éteint pour elle. Ton cœur ne souffre qu'à regret qu'un autre t'entretienne. Le masculin ici renvoie à cœur. Ce n'est pas juste un entretien, c'est une déclaration d'amour qu'Hermione lui fait et qu'il ne voit pas. Ainsi, c'est justement lorsque le discours d'Hermione atteint sa plus grande intensité que l'attitude de Pyrrhus reflète la plus grande indifférence. L'humiliation d'Hermione la fait alors basculer complètement dans la colère. Perfide, je le vois, tu comptes les moments que tu passes avec moi ? Cette fois, ce n'est pas un tutoiement de connivence, mais bien un tutoiement de mépris. Tu comptes, tu perds, ta Troyenne, t'entretiennent, tu lui parles. La multiplication des occurrences de la deuxième personne est agressive, avec les allitérations en T que cela produit. Hermione évoque sa rivale avec un dédain extrême. Ta Troyenne, tu la cherches. La périphrase et le pronom qui désigne Andromaque la mettent clairement à distance. Ce qui est frappant dans ce passage, c'est le net contraste entre l'aveuglement de Pyrrhus et la perspicacité d'Hermione. Regardez, je le vois, tu la cherches des yeux. Le verbe voir, qui concerne Hermione, s'oppose au regard fuyant de Pyrrhus. Tu comptes les moments que tu perds avec moi.
Hermione formule à haute voix les pensées de Pyrrhus. Le plus humiliant pour elle, ce ne sont pas les paroles de mépris, l'annonce de la rupture de ses promesses, mais le comptage stupide et ennuyé des secondes qui passent. « Je ne te retiens plus. Sauve-toi de ces lieux. Va lui jurer la foi que tu m'avais jurée. Va profaner des dieux la majesté sacrée. Ces dieux, ces justes dieux n'auront pas oublié que les mêmes serments avec moi t'ont lié. Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne. Va, cours, mais crains encore d'y trouver Hermione. » La fin de cette réplique entre parfaitement dans le registre tragique. Hermione rappelle qu'en rompant son serment, Pyrrhus risque de provoquer la colère des dieux. C'est un acte de profanation. Pyrrhus réveille donc des forces qui le dépassent. Va jurer, va profaner, va, cours. Le verbe aller à l'impératif est répété en tête de vers. C'est ce qu'on appelle une anaphore rhétorique. Hermione souligne que Pyrrhus, comme tout héros tragique, court à l'accomplissement de son destin sans le savoir. Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne. Hermione ne précise pas de quel autel elle parle, celui qui sanctifie le mariage ou celui qui reçoit les sacrifices. Ce double sens révèle l'aveuglement dont Pyrrhus est victime. Croyant couronner une épouse, il court en fait à sa perte. Le verbe abandonner entre en conflit avec le verbe trouver. Cette opposition illustre l'opposition entre les deux personnages et révèle bien une situation bloquée dont l'issue ne peut être que fatale. Crains encore d'y trouver Hermione. Cette phrase est une menace à peine voilée que Pyrrhus ne sait pas interpréter. Les allitérations en K et R agressives confirment cette menace. C'est bien la terreur qui est suscitée ici. Le spectateur réalise qu'Hermione a pris la décision de faire tuer Pyrrhus. Que représente le pronom « i » ? Où Pyrrhus va-t-il retrouver Hermione ? Est-ce l'autel du mariage ? Il est plus probable qu'Hermione pense aux enfers, car ils seront morts tous les deux. En confondant les deux événements dans sa menace, elle réalise avec Pyrrhus de fantasmatiques noces funèbres. Ainsi, au-delà de la terreur, cette réplique suscite la pitié car les deux personnages sont victimes de leurs amours contrariés. Hermione entre aussi dans le schéma de la tragédie. Victime de forces qui la dépassent, elle en est réduite à préparer la mort de celui qu'elle aime et son propre suicide. Victime de ses propres passions, elle est pour ainsi dire hors d'elle, ce qui explique qu'elle parle d'elle-même à la troisième personne. Va, cours, mais crains encore d'y trouver Hermione. Entendez-vous la prononciation du i séparé du o ? C'est ce qu'on appelle une diérèse. Deux voyelles côte à côte sont séparées par la métrique. Cela crée un effet d'insistance sur le nom, placé en fin de vers. L'effet dramatique de cette annonce est renforcé. Racine fait ici une référence implicite à Corneille. Va, cours, mais crains encore d'y trouver Hermione. Rappelle le célèbre vers du Cid, va, cours, vole et nous venge. Sauf que, ici, la vengeance est remplacée par le nom d'Hermione. Racine s'adresse alors directement au spectateur, pour ainsi dire par-dessus la tête des personnages. C'est ce qu'on appelle l'ironie tragique. Le spectateur en sait plus sur leur destin que les personnages eux-mêmes. Ce passage nous montre le basculement d'Hermione dans le désespoir et la formulation des deux décisions qui précipiteront le destin final des trois personnages victimes de leur passion. Hermione elle-même se suicidera. Pyrrhus sera assassiné par Oreste sous les ordres d'Hermione. Oreste, apprenant le suicide d'Hermione, deviendra fou. Dans un premier temps, le discours d'Hermione laisse entrevoir un reste d'espoir, pour ainsi dire une phase de déni. Après tout, les enjeux politiques et le devoir parlent en sa faveur. Mais alors que l'indifférence de Pyrrhus devient une évidence, elle utilise des menaces voilées pour laisser deviner ses terribles intentions, inspirées par le dépit. Les paroles de Pyrrhus étaient effectivement un arrêt de mort pour lui-même et pour elle, car les catastrophes suivent dans cette pièce le schéma en cascade des passions amoureuses. Le spectateur, comprenant le double langage d'Hermione, éprouve à la fois de la terreur et de la pitié, car les personnages sont finalement écrasés par des forces qui les dépassent. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous étudiez l'œuvre complète, je vous propose de consulter mon résumé analyse de l'œuvre. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, voici mes extraits analysés en vidéo. Pyrrhus propose à Andromaque de sauver son fils en échange de son amour, acte 1, scène 4. Céphise tente de convaincre Andromaque d'épouser Pyrrhus, acte 3, scène 8. Oreste apprend le suicide d'Hermione et sombre dans la folie, acte 5, scène 5. Au revoir.